Bonsoir Pierre Lellouche. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes ancien ministre, bien sûr, député UMP, président du groupe Sahel, du groupe de travail sur le Sahel à l'Assemblée nationale et spécialiste de questions de géostratégie. On va évoquer évidemment tout de suite cet assaut donné par l'armée algérienne sur la centrale gazière. Le président Hollande a dit que le dénouement de cette prise d'otage se déroulait dans des conditions dramatiques. Mais plus clairement, David Cameron, le Premier ministre britannique, dit « Je regrette de ne pas avoir été informé ». Et au Japon, on demande carrément l'arrêt de cette opération militaire. C'était une folie, comme l'a dit Paul Quilles, ancien ministre socialiste de la Défense. Écoutez, j'ai pas de commentaires à faire. Je connais pas tous ces commentaires que j'entends sur le déroulé de la prise d'otage et la gestion par les Algériens. C'est une chose. Ce qui est, moi, je pense d'abord aux familles et aux enfants et aux gens qui sont morts. Parce que je crains malheureusement qu'il y ait d'autres cas de ce genre. C'est ça qui me soucie. La deuxième chose, c'est que cette prise d'otage dans le pays théoriquement le plus solide de la région, l'Algérie, montre la vulnérabilité de toute cette zone aux phénomènes terroristes qui se sont enquistés au Nord Mali depuis un certain nombre d'années et montre l'internationalisation immédiate de la guerre. Tout simplement parce que si les bases principales sont au Nord Mali, les combattants sont très divers. Et beaucoup d'ailleurs sont algériens, parce que Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est le continuateur du GIA et du GSPC, le groupe salafiste algérien. Il y a là-dedans des combattants qui sont algériens, arabes, voire même pakistanais. Il y a des trafiquants de drogue. Vous avez une galaxie de gens qui sont au cœur du passage de la drogue, donc ils sont à la fois surarmés, parce qu'ils ont tous les stocks, qu'ils ont récupéré énormément d'armes en Libye, surarmés, beaucoup d'argent, et totalement fanatisés. Donc c'est un adversaire redoutable. Ce que vous dites ce soir, c'est cette première prise d'otage très grave, mais il y en aura d'autres, et il faut s'y préparer. C'est le mode opératoire de ces gens. Et donc la guerre au Mali, attendez, ces gens-là n'ont pas de rafale. Ils n'ont pas de rafale, ils n'ont pas de division. Ils ont une spécialité qui est les attaques terroristes. Ils connaissent parfaitement notre système médiatique. Donc qu'est-ce qu'ils essayent de jouer? C'est toujours pareil. Hein, le terroriste, on joue sur l'opinion publique pour faire basculer les gouvernements, pour faire chanter les gouvernements. Donc on fait des choses de plus en plus spectaculaires. Ça, c'est très spectaculaire. Il y aura des choses, probablement d'autres attaques de ce type, peut-être moins spectaculaires, mais ce sont quand même les spécialistes de la prise d'otages. Ça fait des années qu'ils en vivent, des années qu'ils font chanter les gouvernements. Et simplement là, avec l'intervention, on va probablement assister à une inflammation de tout ça dans toute la région. Alors justement, on est en ligne avec... Et donc il faut être prêt à ça. Oui. Il faut s'y préparer. Avec Philippe Lobjoie, qui est grand reporter et co-auteur avec Abdelkader Tiga, d'un livre sur le contre-espionnage algérien, notre guerre contre les islamistes. Vous y décrivez un peu la formation de ces forces spéciales algériennes, leur histoire. Dans le fond, est-ce que vous êtes surpris ce soir de la violence de l'assaut et puis des résultats, apparemment, conditions dramatiques, je l'expliquais tout à l'heure, déjà un grand nombre de morts sans doute dans les rangs des otages. Oui, bonjour. Je ne suis pas du tout étonné. Je l'ai dit dès ce matin. Je pense que c'est l'armée algérienne a l'habitude de travailler comme ça. Elle l'a fait tout au long des 15 dernières années. Il faut se rappeler qu'elle a subi sur son territoire une guerre civile extrêmement dure et elle a mis en place tout un système pour pouvoir éradiquer les islamistes sur son territoire. C'est pour ça qu'on les avait appelés les généraux éradicateurs. Et donc, si vous voulez, j'avais dit dès ce matin que ça se jouerait dans les 3 jours parce que, si vous voulez, c'est les méthodes d'action de l'armée algérienne. Il n'y a pas de surprise, si vous voulez, par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement humiliant pour l'Algérie d'avoir été attaquée sur son propre territoire et surtout sur la source principale de ses revenus qui sont le gaz et le pétrole. Et je pense qu'elle a très envie de montrer au monde que, voilà, encore une fois, elle règle ses problèmes à sa manière et que personne n'a à lui dicter sa conduite. Et donc, c'est vrai qu'en effet, je pense que quand le président Hollande dit que ça se déroule de manière dramatique, voilà, je pense qu'on est dans la réalité du terrain. Mais il y a aussi les États-Unis qui demandent des éclaircissements, le Japon qui demande l'arrêt de l'opération, David Cameron qui n'est pas content. Il y a des pressions internationales, mais le message des Algériens, c'est on ne laissera pas faire une nouvelle attaque et donc on réagit tout de suite et très fortement.
C'est exactement ça. Ils ne laisseront pas faire une nouvelle attaque parce qu'ils ont déjà subi une guerre qui a été extrêmement sanglante. Ils savent le prix à payer et c'est un message envoyé à tous les groupes islamiques armés qui sont sur la région en disant voilà, vous faites ce que vous faites dans l'Afrique subsaharienne, mais ne venez pas sur notre territoire parce que ça se finira de la même manière. Juste un mot sur la formation et le type de méthode de ceux qui ont été engagés dans cet assaut aujourd'hui. Écoutez, les méthodes, c'est des méthodes assez simples. Elles ont fait leurs preuves malheureusement entre 91 et 2002. C'est des méthodes qui avaient été initiées il y a très longtemps déjà par les Français. Et ça a donné une guerre civile. C'est des méthodes classiques d'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de négociation, il n'y a pas du tout d'attente, d'essayer de faire des opérations spéciales un peu pointues. C'est du classique, du rugueux, du rustique, et à la fois avec des pertes collatérales extrêmement importantes. Voilà, et au niveau du pouvoir politique algérien, on assume ces pertes humaines. Totalement. Non seulement ils les assument, mais je pense que c'est vraiment... ils vont bien faire passer le message à tout le monde, y compris aux alliés occidentaux. Voilà, le territoire algérien, c'est un sanctuaire. Personne ne fait quoi que ce soit, hormis le gouvernement algérien. Ils l'ont prouvé par le passé et ils continueront à faire passer le message à l'avenir. Merci beaucoup Philippe Lobjoie d'avoir commenté donc avec nous cet assaut de ce soir. Pierre Lelouch, vous aviez l'air... Oui, c'est un sanctuaire, oui et non, parce qu'on sait aussi que beaucoup de ces groupes qui opèrent au Nord Mali vont entrer et sortent d'Algérie, et notamment l'essence qui va dans les pick-up Toyota qui servent à déplacer les guérillas. Cette essence, elle vient de quelque part, elle vient d'Algérie. Donc il y a énormément de porosité dans ces frontières malgré tout. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Le message algérien l'autre jour, quand l'Algérie a dit je ferme ma frontière, c'était un signe très positif pour l'intervention française. Ça et le survol, ça montrait que l'Algérie voulait aider à ce qu'on en finisse avec ces groupes, dont certains, je vous dis, les principaux, les plus durs, viennent d'Algérie. Mais c'est ce soir quand même la démonstration très claire que cette guerre au Mali française, elle est devenue internationale. Elle ne peut pas rester une guerre française. Je l'ai dit ce matin à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas vocation, nous les Français, à être les mercenaires d'une Europe qui nous regarderait sur une chaise longue, en payant le prix du sang et en payant le prix de la guerre. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je vais introduire une résolution à l'Assemblée nationale dans les prochains jours pour faire en sorte que nos partenaires payent. Et soit là, c'est pas possible d'avoir 2 avions belges, un avion danois, 2 avions anglais. 40 ou 50 hommes de l'armée espagnole peut-être ce soir. Non mais je veux dire, tout ça est pathétique. On est dans une situation... Le Sahel, c'est grand comme l'Europe. Le Nord Mali, c'est grand comme presque 2 fois la France. On ne va pas faire ça avec 2500 soldats. Donc quand on a une opération de ce type, il faut prendre la mesure que les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement français sont considérables et nécessitent l'organisation d'une coalition et pas seulement africaine, si on veut venir à bout de ces gens-là, parce qu'ils sont extrêmement durs, ils sont surarmés, et ce sont des guerriers redoutables. Vous avez vu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, vous avez eu des conversations, j'imagine, avec le gouvernement, l'Élysée, vous passez des messages. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est parti trop vite, trop fort, et sans suffisamment de moyens? Moi, j'étais pas dans la pièce où le président a pris cette décision. Il a pris la décision. Maintenant, le but, c'est de gagner cette guerre. Elle a commencé, il faut la gagner. Et donc, il faut maintenir le consensus national. Donc, il faut essayer d'avoir la meilleure stratégie possible. Et nous, l'opposition, je vais vous dire, nous souhaitons naturellement le succès de la France. Nos soldats sont engagés, on ne peut pas perdre contre le terrorisme. Mais on doit montrer une nation unie. Simplement, notre devoir, mon devoir, c'est aussi de dire, attention, si tel et tel objectif, il y a 3 objectifs qui ont été annoncés, regardons si les moyens en face sont suffisants, si vous avez la coalition en face. Une des questions que je pose, par exemple, au président Hollande, c'est pourquoi n'avez-vous pas encore convoqué un sommet d'urgence de l'Union européenne? On ne peut pas s'occuper de la sécurité de toute l'Europe tout seul, avec les moyens que nous avons, sans les drones, sans les avions de transport. Il y a un vrai sujet. Alors, aujourd'hui, il y avait une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Justement, vous avez été ministre des Affaires européennes, vous les connaissez, ces Européens. Ils sont timorés, ils sont lâches, ils sont ceux qui ne sont pas conscients des enjeux. On a peine à le croire. On est dans une Europe qui est en train de disparaître de la carte politique du monde. Voilà, il faut dire les choses. La France et l'Angleterre
sont les 2 seuls pays qui ont encore une politique de défense digne de ce nom. D'ailleurs, à nous 2, on fait la moitié de la totalité des dépenses militaires de 350 millions d'Européens. Donc il y a une route qui a été choisie, qui est celle du désarmement unilatéral par la plupart des pays européens, qui attendent, quand il y a un problème, que ce soit les Américains qui s'en occupent, ou à défaut, les Français, les Anglais. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Bosnie. Mais je dis, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. L'Europe a servi à faire la paix sur le continent européen pendant la guerre froide. Demain, elle doit faire face aux périls qui sont tout autour de nous, au Moyen-Orient, et le terrorisme juste en face de nous. Et pour ça, il va falloir qu'on s'en donne les moyens. Et si les Européens ne veulent pas venir, à ce moment-là, qu'ils payent au moins. Et qu'il y ait une sorte de contribution obligatoire qui nous permette d'avoir des avions de transport, qui nous permettent d'avoir des drones, et qui nous permettent d'avoir des soldats qui puissent fonctionner. Mais pas rien du tout. Or là, ce matin, M. Fabius est allé là-bas pour dire j'espère qu'on va accélérer la formation de l'armée malienne. Il a annoncé ce soir qu'il y aurait donc des soldats européens qui viendraient c'est une bonne nouvelle. J'attends de voir de quoi il s'agit. Mais je dis encore une fois, il faut les mettre devant leur responsabilité. Le sommet de la semaine prochaine à Berlin, où nous allons aller à 500 députés, plus tout le gouvernement, en grande pompe, célébrer le traité de l'Élysée. Ah oui, le cœur franco-allemand. Où est l'Allemagne? Je le dis en étant un ami de l'Allemagne. Où est l'Allemagne sur un sujet comme ça? C'est pas possible de dire ça ne nous concerne pas. Alors, du côté des États-Unis, est-ce que vous qui connaissez aussi bien les États-Unis, vous avez l'impression qu'on est conscient des enjeux? On sort à peine de cette gigantesque guerre contre le terrorisme. Voilà. Il y a une sensibilité aussi à ces questions-là. Mais l'Afrique fait peur. L'Afrique, on ne connaît pas, sauf que l'Algérie, on connaît, on a des relations. On est aussi dans les régions gazières et pétrolières d'Algérie. Je parle des États-Unis. Vous venez de dire vous-même, Mme El-Kriaf, l'état d'esprit aux États-Unis, c'est la fatigue du gendarmisme. Ils sortent de 10 années de guerre en Irak et en Afghanistan, ils sont fatigués. Et ils ont un président qui a inventé une nouvelle doctrine, leading from behind, ça veut dire diriger par derrière. Donc ils veulent bien mettre de l'argent, ils l'ont fait d'ailleurs au Mali, ils ont dépensé 650 millions de dollars pour former l'armée malienne. Donc, et toutes ces armes d'ailleurs sont passées de l'autre côté. Mais aller faire la guerre en Afrique, au Mali ou ailleurs, aujourd'hui, l'Amérique n'y est pas prête. En revanche, elle a des moyens techniques et logistiques considérables dont on a besoin. Je pense aux drones, par exemple. Quand il s'agit de couvrir une zone aussi large que le Nord Mali ou le Sahel, on a besoin de moyens de reconnaissance, de moyens aériens. Et donc, on a besoin effectivement que les Américains nous donnent un coup de main. Est-ce qu'il va y avoir, à partir de cet assaut lancé en Algérie ce soir, mais de la prise d'otages d'abord, évidemment, qui s'est déroulée donc, de façon beaucoup plus... assez surprenante, parce que ce sont des endroits extrêmement sécurisés. C'est la première fois qu'il y a une prise d'otages dans une centrale pétrolière ou gazière. Il y a eu l'attaque des employés de mines d'Areva au Niger. Tout à fait. Là, ils attaquent des postes gaziers. Il y aura d'autres choses de ce genre. Au Nigeria, les gens ont été attaqués dans les postes. Il y a aussi un groupe Boko Haram au nord du Nigeria, qui est allié d'ailleurs dans la même mouvance. Tous ces groupes travaillent ensemble. Est-ce qu'il y aura ce soir des consignes, j'imagine, des grandes entreprises françaises et européennes en général pour être extrêmement sécurisées? Je pense, bien sûr. Mais bon, à toute chose malheur est bon. Peut-être que cet attentat terrible, dramatique, fera prendre conscience à toute une série de pays qu'on ne peut plus rester dans la situation précédente où finalement on attendait que les Africains éventuellement fassent quelque chose, ce qui était la doctrine de la communauté internationale jusqu'au 10 janvier. J'étais au Mali au moment du vote de la résolution du 20 décembre, la fameuse résolution à l'ONU qui crée la force africaine, qui autorise la force africaine, mais on allait attendre le mois de septembre 2013. J'étais revenu avec la conviction d'ailleurs que ça ne tiendrait pas jusqu'en 2013, parce que le pays est ouvert, il n'y a plus d'État. La vérité, c'est qu'il y a un paysan transitoire, il y a un Premier ministre qui a été déposé 2 fois, donc il n'y a plus d'armée. Est-ce qu'on est donc arrivé aujourd'hui à partir de cette guerre en Nord-Mali et lorsqu'on voit cette prise d'otage dramatique, son dénouement qui se déroule, donc c'est ce que dit François Hollande tout à l'heure, dans des conditions dramatiques avec une inquiétude et certainement beaucoup de victimes, est-ce qu'on est rentré dans une sorte de guerre ouverte? Maintenant,
face au terrorisme. Je dirais, ce ne sont plus des attaques. Là, on est face à des bandes qui s'organisent, qui sont sur des territoires, et nous sommes avec nos États et nos armées. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est le déclenchement d'une nouvelle phase très fondamentale? C'est une sorte de remake de l'Afghanistan, en réalité, ce à quoi on assiste. C'est une sorte de remake de l'Afghanistan. On va aller chercher maintenant les terroristes qui sont tout près de l'Europe, au Sahel. Mais ça demande ce qui a été fait en Afghanistan, avec plus ou moins de succès. On peut critiquer. Moi, je me suis occupé pendant 1 an de l'Afghanistan. Mais il y avait une coalition de 48 pays. On avait 4500 hommes, mais il y en avait 145 000 autres. Donc, je ne dis pas qu'il faut 150 000 hommes. J'en sais rien. D'abord, il faut savoir ce que sont les buts de guerre. Si c'est vraiment restaurer l'intégrité territoriale de la totalité du Mali, il va falloir beaucoup de monde sur le terrain. Beaucoup. Qui restent en plus, beaucoup. Ensuite. Et qui restent et qui tiennent les villes, Tombouctou, Gao, Kidal, qui sont aujourd'hui aux mains des terroristes. Mais je pense que le conseil le plus utile qu'on pourrait donner au gouvernement français aujourd'hui, c'est d'urgence de bâtir un groupe de contact avec les pays qui sentent que ceci les concerne aussi, parce qu'il faut qu'on arrive à une position commune, non seulement dans les mots, mais aussi dans les moyens, qu'on mette au pot commun des moyens militaires adéquats, des moyens de renseignement. Il faut éviter au maximum d'être au sol pour éviter les dommages. Oui, Alain Juppé s'est inquiété de la présence des soldats français au sol. Or, bon, c'était annoncé après les bombardements. Oui, mais c'est un risque considérable, c'est un risque important. D'abord, c'est aussi un risque politique parce qu'on sera naturellement pris dans des accusations. Il faudra faire attention à cela aussi. Vous aurez maintenant des voix dans certains pays, pas tous, j'espère, qui vont commencer à dire que la France fait une guerre à l'islam. Donc il y a ce danger-là. Puis il faut voir aussi qu'on est dans un pays où il y a des tensions très fortes entre les Maliens du sud, africains, et les Touaregs au nord. Donc se trouver au milieu de règlements de compte inévitables qui vont se produire, tout ça est extrêmement délicat. Mais il y a une chose qui me paraît urgente à ce stade, c'est de faire en sorte que cet attentat terrible en Algérie permette une prise de conscience de la communauté internationale, que ce n'est pas la France toute seule qui joue à la France-Afrique, c'est une opération d'assainissement, de pacification de cette région, où tous les pays sont concernés. Tous ceux qui achètent du gaz, tous ceux qui travaillent en Afrique sont concernés, c'est tous les Européens, et probablement aussi nos alliés américains. Merci beaucoup, le message est clair. Merci Pierre Lelouch d'être venu sur le plateau de BFM TV.